Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour le tout premier épisode de ce podcast. Alors, on va parler de quoi pendant ce podcast? On va parler de convaincre en entretien. Et je dis on va parler parce que pour une fois, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux personnes qui sont là aujourd'hui car elles ont des questions justement sur cette thématique de convaincre en entretien. Alors, on va les découvrir tout de suite, ces deux personnes, très rapidement. Donc, j'ai à mes côtés Aimé. Aimé, ça va? Oui, ça va, Super. je vais bien. Donc ça va, merci beaucoup Aimé. Alors Aimé, je suis ravie, toi tu nous appelles de Côte d'Ivoire. Tu es avec nous depuis la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est la Côte d'Ivoire, Abidjan. Abidjan exactement, ouais. Et toi tu vises un métier précis, tu peux nous le dire? Quel est le Oui, nom de un ton métier métier? responsable, responsable suivi, évaluation et gestion des connaissances. Un sacré métier, responsable, suivi, évaluation et gestion des connaissances. Un grand intitulé de C'est ça, métier. c'est Et ça. j'ai aussi à mes côtés El Hadj Boubacar. Et toi, El Hadj Boubacar, tu nous rejoins depuis le Ghana. Oui, je appelle depuis le Ghana. Super, Et merci moi, beaucoup. je cherche une alternance hein, pour la rentrée prochaine, soit en data science ou en chargé d'études actuarielles. Donc, soit data science, soit chargé d'études actuarielles. Actuarielles, oui. Mais c'est quoi études actuarielles? Dis-nous. J'ai un peu plus accès en fait dans l'assurance, tout ce qui est la gestion des risques. Assurance, gestion des risques. Tu travailles Oui, beaucoup sur les statistiques, je crois, les données? oui, c'est un peu ça. C'est un peu plus ça. Ok, ça marche. Ça rigole pas dans ton métier. Oui, c'est un peu. Ouais. C'est très sérieux dans ton Tac. métier. Ouais, c'est un peu. Et je reviens rapidement sur le métier d'Aimé. Donc toi, Aimé, responsable suivi, évaluation et gestion des connaissances. Alors heureusement que je l'ai sous les yeux parce qu'il y a vraiment beaucoup de mots. En 2-3 mots, c'est quoi ce métier? C'est un métier, comme je l'ai dit, c'est dans le domaine humanitaire. Et puis, tout projet humanitaire vise à régler un problème. On a des objectifs spécifiques et des résultats. Donc, le suivi et évaluation contribue à à l'atteinte de ces résultats-là. Le projet repose carrément sur toi. D'accord. Donc tu pas le droit à l'erreur, quoi. Voilà. Bah, en fait, tous les 2, vous n'avez pas le C'est droit à ça, c'est l'erreur minutieux. dans vos métiers. Exact. C'est C'est un peu justement Beaucoup de ça. ça. rigueur C'est ça. Ouais. et tu l'as très bien dit, Aimé, de la minutie également. OK. C'est Alors ça. donc vraiment un grand merci à tous les 2 d'avoir répondu présent et tout simplement, bien, pour participer, vous avez répondu à mon mail quand j'ai annoncé que j'allais réaliser, donc le premier épisode de ce podcast et que les personnes souhaitant participer pouvaient tout simplement me contacter. Donc ça a été, assez simple finalement de participer à ce podcast. C'est Allez, ça. on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vous disais la thématique convaincre en entretien. Donc, pour réussir à convaincre en entretien, donc à convaincre le ou les recruteurs, il faut vraiment deux types d'éléments. Il faut des éléments de fond, c'est-à-dire des arguments préparés qui soient à la fois clairs et pertinents. Et il faut aussi des éléments de forme. Donc là, on est clairement dans la communication non verbale. Alors ça, j'y reviendrai d'ici quelques minutes parce que déjà, pour commencer, je vais aborder 3 types de questions pour tous les entretiens. Il faut absolument les préparer. C'est la question de la présentation, c'est la question des compétences et c'est la question des motivations. Donc, pourquoi c'est ces 3-là, ces 3 types de questions et d'arguments qu'il faut préparer absolument? Parce que tout simplement, ces 3-là vont donner les informations essentielles au recruteur, ce qu'il a absolument, absolument besoin de savoir. Pour rentrer dans le détail, la présentation, elle va permettre au recruteur de mieux savoir qui vous êtes. Et c'est la première chose que vise le recruteur avec l'entretien d'embauche, c'est de cerner davantage votre profil et votre personnalité, de mieux comprendre qui vous êtes au-delà de votre CV, au-delà de votre lettre de motivation, parce que très clairement, un morceau de papier, ça ne dit pas tout. Là, il a la chance en entretien d'avoir la personne face à lui, de vous avoir face à lui, donc il a besoin vraiment de découvrir qui est cette personne. Donc cette présentation, elle doit rappeler quoi? Elle doit rappeler vraiment les grandes étapes de votre parcours pour permettre aux recruteurs de comprendre, finalement, quels ont été vos choix professionnels, pourquoi vous êtes passé d'un métier à un autre ou d'une formation à une autre, qu'est-ce que vous recherchiez, qu'est-ce que vous avez aussi développé, en fait, pendant ce parcours et surtout pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à l'entretien d'embauche? Alors moi, je dis ça peut avoir l'air simple quand on m'écoute, mais je sais très bien que dans la réalité, c'est pas facile à faire. Est-ce que, tous les 2, Aimé et El Hadj Boubacar, vous vous sentez, plutôt confortables ou au contraire en difficulté quand il s'agit de la présentation?
Moi, je dirais, bon, bref, des fois, bon, côté timing, un petit peu peut-être, j'ai tendance à un petit peu retarder. C'est pas si je n'arrive pas à donner toutes les informations nécessaires, les informations qui sont vraiment très importantes, en juste 2 3 minutes, je sais pas, il me semble. C'est-à-dire que toi, tu fais plus que 2 3 minutes? En présentation, ouais, il me semble. OK, ça marche. Moi, je te conseille une chose dans ces cas-là, c'est ta présentation. De toute façon, tu sais ce que tu dis en entretien. Donc, quand tu te prépares, tu le passes à l'écrit. Tu notes tout ce que tu as l'habitude de dire au recruteur. Et puis, comme tu l'auras sous les yeux, tu vas pouvoir voir beaucoup plus facilement ce que tu peux enlever. Très concrètement, ce que tu peux enlever, c'est tout ce qui n'est pas essentiel. Tout ce qui apporte D'accord, pas une information capitale au recruteur pour comprendre de quoi tu parles. Et tout ça, en fait, tu vas épurer, tu vas alléger ta présentation et ça va te permettre donc de réduire ton temps de parole. Et je rappelle aussi une chose importante, c'est que enlever des éléments, c'est pas grave parce que de toute façon, tu vas les aborder, tu vas les développer bah, tout au long de l'entretien. Donc, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et en plus, je dis souvent dans mes vidéos, plus finalement la réponse, elle va être courte, plus elle va être percutante. Surtout si tu enlèves, on va dire, les infos secondaires et que tu gardes que les infos principales, tu vas encore plus capter l'intérêt du recruteur et en fait, tu vas susciter de l'envie chez lui. Il va avoir envie d'en savoir plus et il va être encore plus à ton écoute parce qu'il veut connaître la suite, en fait. d'accord, OK, Alors après, c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai fait une vidéo où je dis: «Présentation en 2 minutes». Si c'est 2 minutes 30, bah, franchement, c'est pas grave du tout. Mais faut comprendre que plus on parle, plus c'est difficile pour la personne qui nous écoute de rester attentif ou attentive. Parce que même d'accord, quand on parle 1 minute, pour quelqu'un qui est juste en train d'écouter, c'est long 1 minute. 1 minute à pas bouger, 1 minute à écouter, 1 minute à se concentrer, c'est long. Et donc, une personne, quelle qu'elle soit, elle peut pas rester attentive du début à la fin. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de réduire le temps de parole. d'accord, OK, ça marche, merci. Bah, de rien. Moi, Et mais de ton côté, la présentation, ça se passe comment en entretien? oh oui, avant de voir une de votre vidéo concernant la présentation, j'avais du mal à me présenter. Mais après, j'ai vu votre vidéo de présentation. Pour le moment, comme vous l'avez dit, en 2h30, en 2 minutes 30, j'arrive à faire la présentation. Génial. Voilà, j'ai vu une de vos vidéos, comment se présenter. Voilà. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à vous suivre. Donc, à te suivre. Donc, ça va pour le moment. Mais je vais voir ça pour que ça soit peut-être 1 minute 30 après. Alors, si tu es à 2 1 minutes minute 30, 30, 2 si minutes. tu es à 2 minutes 30, 2 minutes, c'est très bien, hein. Et donc tu suis la structure que j'ai mis dans ma vidéo, D'accord. c'est-à-dire présent, passé, futur, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça, OK, ouais, elle marche super bien. c'est ça. J'ai toujours des retours qui sont extrêmement, extrêmement positifs, avec cette structure-là. Oui, Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque c'est fois ça. qu'on va parler d'une vidéo, que j'ai pu déjà faire, qu'on va en parler dans ce podcast, je remettrai le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Donc toutes les vidéos qu'on va pouvoir, aborder de près ou de loin, je remettrai les liens juste en dessous. Comme ça, tout le monde pourra les retrouver. D'accord, ça marche, merci. Donc ça, c'est pour la question de la présentation. Donc je rappelle, ça permet aux recruteurs de mieux savoir qui vous êtes. On a dit aussi, deuxième question ou deuxième type d'argument à préparer systématiquement pour les entretiens, c'est les compétences. Parce que les compétences, ça dit quoi au recruteur? Eh bien, ça lui dit tout simplement ce que vous pouvez apporter. Ce que vous pouvez apporter à son entreprise ou alors à l'entreprise pour laquelle il doit recruter. Donc je rappelle, quelques bases par rapport aux compétences. Quand on parle de compétences, il y a 3 grandes catégories de compétences. Il y a les savoirs. Les savoirs, c'est comme la théorie, c'est les connaissances que vous avez apprises, par exemple, en formation ou à l'école et qui vous permettent, d'arriver à faire votre métier. Il y a aussi le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est tout ce qui est pratique, toute la pratique. Donc en fait, quand vous avez été à l'école ou en formation, vous avez appris des choses que vous mettez en pratique sur le terrain et cette mise en pratique sur le terrain, eh bien c'est ça le savoir-faire. Donc c'est grâce à ça aussi que vous faites votre métier tous les jours Mmh, ou que vous allez réussir parce que je pense par exemple à El Hadj Boubacar, toi tu vises l'alternance, ton savoir-faire va te permettre, bah, finalement d'arriver à tes objectifs d'alternance. Même si tu d'accord, vas en développer, parce que tu vas encore être en apprentissage, mais tu en as déjà qui vont te permettre, bah, de commencer ton alternance et d'avoir déjà les bases nécessaires, bah,
pour la faire cette alternance, pour être déjà opérationnel en entreprise, même si tu sais que tu vas apprendre d'autres choses. Et puis, le plus important aujourd'hui, comme catégorie de compétences, c'est le savoir-être. Je dis le plus important aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus recherché aujourd'hui par les recruteurs. Même si les savoirs et les savoir-faire, c'est extrêmement important, les savoir-être, c'est encore un niveau au-dessus parce que, eh bien, les recruteurs ont besoin de personnes qui vont avoir la bonne attitude en entreprise, qui vont avoir la bonne attitude face à un public, la bonne attitude avec l'équipe. Et pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est ce qui est le plus dur à trouver, en fait. Les compétences, que ce soit savoir ou savoir-faire, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça peut être long, ça peut être court, mais en tous les cas, ça s'apprend. Le savoir-être, une entreprise, elle pourra jamais l'apprendre à un candidat, à un salarié, parce que le savoir-être, heu, on le développe depuis qu'on est tout petit. Que ce soit la politesse, que ce soit être, agréable avec les autres, que ce soit, après au fil du temps avoir une attitude professionnelle, que ce soit savoir poser des limites par rapport peut-être aux relations avec les autres salariés, avec les collègues, pour pas déborder trop sur le côté personnel. Tout ça, c'est des choses qui se développent tout au long d'une vie et même d'une vie professionnelle. Et c'est pour ça que le recruteur, lui, il a besoin de se dire, quand il reçoit une personne en entretien: «Bon, cette personne, oui, elle a les compétences techniques, donc le savoir-faire que je recherche, mais je l'imagine aussi s'intégrer dans l'entreprise. Je l'imagine réussir à justement s'entendre avec les différents membres de l'équipe. Je l'imagine réussir à véhiculer une bonne image de l'entreprise, à, avoir la bonne attitude face aux clients, la bonne attitude avec, les partenaires, avec les collaborateurs, avec les fournisseurs et cetera». Il faut vraiment que le recruteur, il arrive à se projeter sur ça. Et en fait, il va se baser sur tout ce qu'il va voir en entretien, sur votre attitude en entretien. Est-ce que vous dégagez des savoir-être ou pas? Dans votre manière de parler, dans, l'attitude que vous avez face au recruteur, dans la manière dont vous parlez de vos précédentes expériences, par exemple. Un exemple, il y a de plus en plus aujourd'hui, des personnes qui, par exemple, ont, arrêté, un poste qu'elles occupaient parce que ça se passait pas bien dans leur entreprise. Par exemple, on parle de plus en plus aujourd'hui de burn-out, de harcèlement et cetera. Et il y a bien un moment où, bah, le recruteur, il va demander très souvent pourquoi la précédente mission, elle a pris fin. Bah, si la personne, elle commence à parler en mal de son entreprise ou de son équipe, même si c'est vraiment ce qui s'est passé, OK. Mais si la personne, elle en parle en mal, le recruteur, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire: «Bon, ben, même si c'est fondé ce qu'elle dit, bah, comme elle dit du mal d'une entreprise ou d'un collègue, elle pourrait faire pareil chez nous, cette personne. Donc je prends pas le risque». Ou si une personne face à lui, un candidat face au recruteur, n'a pas une attitude qui soit professionnelle dans le sens où lui l'entend, il prendra pas le risque aussi de recruter parce qu'il va se dire: «Bon, bah, là, il y a telle attitude qui me va pas ou telle manière de parler qui me va pas, je prends pas le risque parce que face au client, ça pourrait véhiculer une mauvaise image». Ou parce que je sais qu'avec, les membres de l'équipe, pardon, avec les membres de l'équipe, bah, ça va pas passer. Il y aura potentiellement des conflits, des désaccords et ça, mais c'est tellement compliqué à gérer dans une entreprise et ça pollue tellement le quotidien et ça a un impact après sur le travail. C'est pour ça que le recruteur, il est aussi attentif parce qu'il sait tous les problèmes que ça peut générer s'il manque du savoir-être. Est-ce que pour vous, c'est une question qui est compliquée ou c'est quelque chose qui est compliqué de faire passer votre savoir-être ou pas du tout? Bon, moi, de mon côté, oui, parce que comme tu le dis là, si on a eu quelquefois des petits griefs avec, les collaborateurs, soit avec le responsable. Mmh. Et voilà, ce que je vis actuellement avec, mon responsable direct. En tout cas, si c'est difficile de faire passer pour moi. Parce que comment est-ce que tu t'es parce que souvent ils posent la question de savoir si tu as un grief, avec ton un des collaborateurs ou bien un des responsables, comment est-ce que, tu vas t'y prendre? Cette question Exact. revient souvent, voilà. Donc, souvent, c'est un peu difficile de voir la démarche ou bien d'entamer une démarche concernant ce type de difficulté avec un collaborateur ou bien un responsable. Exact et tu as raison, c'est une question qui revient, que ce soit, pour ton poste particulièrement formulé de cette manière-là ou que ce C'est soit ça. alors il y a une question aussi qui revient souvent, qui aime bien poser les recruteurs, depuis quelque temps, c'est,
Si vous avez une difficulté avec un collègue ou si vous constatez qu'un collègue fait telle ou telle, mauvaise action ou si vous avez une difficulté avec un supérieur, comment vous réagissez? Elle est pas facile, hein, cette question, hein. C'est Ça ça, rejoint ce que tu Pas nous de disais, souci. hein. c'est ça. Pourquoi elle est posée? Parce que tout simplement, c'est la réalité. C'est même si, tous les 2, par exemple, vous avez une bonne attitude, en entreprise, vous avez beaucoup de savoir-être, et même si, dans la majorité des cas, quasiment tous les jours, ça se passe bien, bah, il y a des jours où ça se passe pas bien. Enfin, je veux dire, on Ça est tous humains. ça arrive, Heu, ouais. Bah, ouais, bien sûr, il y a des moments où il y a un collègue qui va être désagréable ou un moment où un supérieur, il va peut-être vous donner une consigne de manière assez sèche et vous allez vous dire: «Mais, pourquoi il m'agresse? Qu'est-ce qui se passe?» Ouais, Ouais, ça peut arriver, bien évidemment. Alors parfois, c'est très passager et parfois, bah, voilà, ça dure et comme je le disais tout à l'heure, ça devient pénible au quotidien et ça peut avoir un impact dans le quotidien. C'est pour ça qu'il faut savoir le solutionner. Donc très clairement, heu, tous les pour 2 répondre comme ouais, dis-nous, dis-nous. pour répondre à cette question, bon, c'est pas trop, mais moi, je dirais, genre, si c'est pour la première fois, je peux esquiver une fois, 2 fois, on peut esquiver, mais au bout de 3, si ça continue, au bout de 3 ou 4 fois comme ça, bon, bref, c'est pas je vais pas moi on va pas s'amailler toute la journée à l'entreprise, mais on va essayer je vais juste essayer, en fait, de passer un petit message, soit, voilà, au responsable, c'est pas un truc comme ça, mais sans qu'on s'engueule toute la journée dans l'entreprise, quoi. Genre pour un début, bon, pour la première fois, les 2-3 premières fois, on peut comprendre. Mais si c'est, à bout de continuer à chaque fois, il est comme ça, il devient désagréable, bon, on va pas moi, je vais pas bon, je vais pas essayer de me rabaisser à son niveau, mais juste un petit message au responsable, quoi. Je pense peut-être, lui, il pourra le recadrer gentiment, je pense. Je sais pas. Alors ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que tu es dans la communication et c'est ce que veut entendre le recruteur, qu'il y a de la communication. C'est-à-dire que vous n'allez pas, ne rien dire parce que ne rien dire, c'est soit vous subissez. Et de toute façon, ça va pas être bon pour vous parce que vous allez être mal après au travail et vous pourrez pas continuer votre travail de la meilleure des manières et être le plus efficace possible. Soit Mmh, vous encaissez, il y a un moment, ça explose. Ça va exact. pas, ça va pas. Ah, ce Donc serait la solution. c'est ça, la communication, c'est essentiel, que ce soit pour tous les 2 ou finalement pour, tous les métiers. Quel Mmh, que soit le métier, quand il y a un souci relationnel, il faut de la communication. Après, bien sûr qu'il y a différentes manières de communiquer. Comme tu l'as dit, Hadj Boubacar, une fois, allez, on peut se dire, bah, ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver à tout le monde de, je sais pas, d'avoir quelque chose qui va pas et même si c'est pas volontaire, ça ressort un peu dans la communication. OK, on peut aussi tous savoir faire preuve de tolérance et laisser passer une fois. Mais effectivement, si vous voyez que ça revient, déjà, il faut vous-même vous protéger et savoir mettre des limites. Pourquoi? Parce que au final, c'est vous qui allez être pénalisé. Donc, il faut savoir finalement oser aller vers la personne avec laquelle ça va pas et poser les choses. Pour poser les choses, il y a plein de manières de faire. Alors, dans ces cas-là, quand il y a une situation qui est ou qui pourrait devenir conflictuelle, moi, j'aime bien utiliser une technique de communication qui fait partie des techniques de la communication qu'on va appeler non violente. Alors, elle porte pas forcément bien son nom parce que on l'utilise pas forcément parce qu'il y a une violence. On l'utilise juste pour désamorcer une situation qui pourrait être désagréable ou plus, voire conflictuelle. Et la méthode que j'aime bien utiliser parce que je la trouve très simple, elle porte 4 lettres. On va voir ce que ça veut dire ces 4 lettres. C'est les lettres O, comme, alors je cherche un prénom qui commence par O, j'en ai pas. Ophélie, tiens. O, S comme Sophie, B comme Bernard et D comme Denis. OSBD. Alors OSBD, ça veut dire quoi? O, c'est pour observation et c'est la plus importante de toutes les lettres. Je vais vous dire après ce que ça veut dire concrètement. O, donc pour observation, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Observation, sentiment, besoin et demande. Donc je vous le disais, le O, à mon sens, c'est la lettre la plus importante parce que observation, ça veut dire que vous allez remettre les choses dans leur contexte. Vous allez tout simplement rappeler les faits. Et les faits, c'est ce qui est concret. C'est ce qui s'est passé dans la situation sans qu'il y ait des sentiments dans tout ça. C'est vraiment les faits qui se sont passés. En fait, les faits, on ne peut pas les contredire. Par exemple, moi, j'ai souvent des personnes qui me disent: Oui, j'ai eu des soucis avec un collègue parce qu'il arrivait toujours en retard.
Bon, bah, si vous dites, «Là, on commence à 8 heures et ça fait une semaine, tu arrives à 8h10», c'est concret, c'est réel. Voilà, la personne, elle peut pas aller contre ça, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Donc reposer le contexte, c'est important. Par exemple, pour, refaire, un petit peu le lien avec ce que vous disiez tous les 2. Aimé, toi, tu disais un désaccord avec un supérieur ou avec un collaborateur? Un collègue, c'est Un ça? sup avec un supérieur. OK, et Ouais. par exemple, c'est un supérieur qui te parlerait mal, c'est ça? Ou c'est quoi? Pas mal, mais il a tendance à tout centraliser, pour lui et a tendance à rejeter toujours les avis des autres. OK. Voilà, Même voilà. ouais, ça arrive. Mmh, Il y a Ladj c'est ça. Boubacar qui se marre, mais ouais, bien sûr, ça arrive. Ah oui, Il y a des personnes qui aiment bien s'écouter elles-mêmes, faut le savoir et qui Justement, préfèrent justement. leurs oui, idées. il y a des gens Ouais. comme ça. À une réunion de peut-être bon, on fait nos réunions hebdomadaires, sur 2 heures de temps, lui seul va parler 1h30. Ah oui, quand même, OK. Voilà, OK. c'est ça. Donc il reste 30 Là, je minutes pour comprends. tous les autres. OK. C'est ça, Ça doit être super long d'écouter pendant Mmh. 1h30. c'est ça. Ouais, on lui dira pas. Alors, Mmh. là, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, Aimé? Tu pourrais dire, par exemple, «Sur ce projet-là, je vous avais apporté telle proposition», en rappelant les arguments clés qui, pour toi, bah, nourrissent le bien-fondé de ta proposition. Pourquoi pour toi, cette proposition, elle était pertinente? Juste rappelle en deux trois mots les éléments clés. Bah, finalement, cette proposition n'a pas été utilisée. On est parti sur et tu rappelles la proposition de ton supérieur. Sur tel projet et voilà, tu rappelles, idem. Sur tel projet, idem. Donc ça, c'est le constat. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs chantiers, plusieurs dossiers sur lesquels tu as fait des propositions qui avaient de la pertinence et à chaque fois, c'est pas pris, c'est pas accepté. Ça, c'est donc observation, les faits qui se sont passés. Ensuite, on arrive dans notre formule OSBD, on arrive au S de sentiment. Donc là, c'est finalement ce que ça provoque, chez vous 2, ce que ça provoque comme sentiment, comme émotion. Par exemple, pour toi, Aimé, tu pourrais dire: «J'ai le sentiment que» ou «J'ai l'impression que toutes mes propositions, du coup, sont rejetées». Ou que, bah, finalement, le travail que je fais pour apporter des éléments, faire avancer les projets, bah, n'est pas utilisé. Et après tu peux dire, hein, et pour moi, bah, ça peut être démotivant, ça peut être décourageant. Après tu peux dire. Mais en tout cas, vraiment le premier sentiment que ça te provoque, c'est que tu as l'impression qu'en fait tu es pas écouté et que ton travail, bah, il est pas utilisé et donc peut-être il sert à rien pour toi de ton point de vue, hein. Faut vraiment remettre les choses dans ton contexte. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de parler à la première personne. J'ai l'impression. C'est pas «on». Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent «on» quelque chose, mais «on», ça voudrait dire, bah, toi, par exemple, aimer et les autres. Mais attention, si tu commences à parler en laissant l'impression que tu parles aussi au nom de l'équipe, là, clairement, ton argumentation, elle sera plus pertinente. Il faut vraiment, quand on utilise cette technique, qu'on ramène le propos à soi-même, donc «je». Et ensuite, on arrive à B et D dans la formule OSBD et en fait, B et D, ils vont ensemble. C'est-à-dire, B, c'est le besoin, D, c'est la demande. Donc en fait, il faut formuler de quoi vous avez besoin pour avancer dans cette situation un peu compliquée. Donc par exemple, Aimé, toi, tu aurais besoin de comprendre pourquoi tes propositions, elles ont pas été acceptées, bah, soit pour y voir plus clair, soit pour modifier peut-être la manière dont tu vas amener tes propositions à l'avenir, ou en tous les cas pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi ton travail, il est pas finalement pris en compte? Pourquoi tes propositions, elles sont pas prises en compte? Tu as besoin de comprendre. C'est juste ça. Donc en fait, en procédant comme ça, cette formule OSBD, elle permet de pas être agressif, elle permet de pas attaquer la personne, de lui dire par exemple: «Tu m'écoutes jamais». Là, si vous commencez comme ça, franchement, c'est foutu, hein. Ça marchera pas. La personne, elle va juste Mmh. s'énerver, elle va juste se sentir agressée tout de suite. Donc vraiment, c'est reposer le contexte, dire la difficulté que ça vous pose et de quoi vous avez besoin. Et du coup, la personne avec laquelle vous utilisez cette formule, elle sera beaucoup plus à votre écoute et elle comprendra beaucoup mieux que là, il y a un problème et que vous essayez de solutionner le problème sans agressivité. C'est pour ça que j'aime vraiment cette technique OSBD, communication non violente. Donc là, on était dans la question du savoir-être et si par exemple le recruteur il vous dit, bon, si vous avez une difficulté, par exemple relationnelle avec un collaborateur, comment vous faites? Bah là, par exemple, vous pourriez dire, bah,
je communique parce que la communication, c'est essentiel, c'est à la base de tous les échanges et bah, tiens, par exemple, j'ai eu justement une situation, un petit peu compliquée à gérer ou qui m'a posé difficulté, que j'ai eu à gérer. Voilà comment j'ai procédé et je le dis souvent dans mes vidéos, l'exemple, c'est la preuve. Si par exemple vous dites: «Ben, oui, j'ai une situation similaire à ce que vous êtes en train d'évoquer. Dans les grandes lignes, voilà la situation, surtout rentrez pas dans les détails et voilà comment je l'ai géré. Le fait d'expliquer comment vous avez géré, ça permet au recruteur de beaucoup mieux imaginer comment vous avez procédé et de se dire: «Ah bah, génial, ce qu'il a fait, il peut le refaire et ce qu'il a réussi dans telle entreprise, bah, il va aussi le réussir chez nous puisqu'il l'a déjà fait, en fait» et c'est ça la preuve. Donc là, vous prouvez que vous êtes capable de, gérer des situations conflictuelles, par exemple et c'est clairement un atout que recherchent les recruteurs. Parce qu'on va pas se mentir, hein, même si vous avez le meilleur savoir-être du monde, déjà tout le monde a pas la même attitude et il y a toujours des situations un peu compliquées au niveau relationnel qui peuvent arriver. C'est ça de toute façon un groupe, c'est ça une équipe, ça peut arriver. Même si vous avez la meilleure attitude possible, ça protège pas à 100 bah, des situations un peu conflictuelles. Donc là, on était sur la question des compétences, donc qui vont permettre aux recruteurs de dire ce que vous allez apporter à l'entreprise. Et je vous disais donc, il y a 3 types d'arguments vraiment à préparer pour l'entretien. Donc on a vu présentation, on a vu compétences et il y a aussi la question des motivations. Les motivations, pourquoi? Parce que ça va montrer aux recruteurs que vous êtes vraiment intéressé. Et intéressé par quoi? Alors souvent les candidats pensent à parler du poste, mais rarement ils pensent à parler de l'entreprise. Et donc déjà, si vous parlez des 2 poste et entreprise, déjà vous allez faire la différence avec plein de candidats. Mais très clairement, pourquoi c'est extrêmement important pour un recruteur de sentir votre intérêt? Parce que quelqu'un qui est intéressé, bah, c'est quelqu'un qui va s'investir dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui va essayer de faire du bon travail. C'est quelqu'un qui va essayer, bah, de faire réussir les objectifs, de faire réussir l'entreprise et donc de faire grandir l'entreprise. Donc forcément que, c'est un atout, un avantage que recherchent les recruteurs. Maintenant, je sais que, il y a beaucoup de candidats qui me contactent pour me dire: «Mais comment je fais pour montrer que je suis motivé? Comment je fais?» Bah, moi, je pense qu'il faut reprendre les choses assez simplement. C'est déjà de se dire, bah, quand vous avez répondu à telle offre ou par exemple, là, je pense à El Hadj Boubacar, toi, tu as pas forcément d'offre pour l'alternance, tu fais peut-être aussi des candidatures spontanées, donc tu cibles peut-être les entreprises qui t'intéressent. Mais pourquoi tu es allé vers telle entreprise? Pourquoi tu as eu envie de proposer ta candidature pour telle entreprise? Alors, on va pas se mentir, hein, pour tout le monde, je sais qu'il y a la question du salaire, je sais qu'il y a la question par exemple, pour toi, Hadj Boubacar, tu vises l'alternance, donc il y a la question aussi d'aller au bout de tes études, bien évidemment, mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire que, les candidats se positionnent sur des offres ou des candidatures spontanées pour d'autres raisons que celles-ci et c'est ces raisons-là qu'il faut trouver. C'est-à-dire, par exemple, quand vous lisez une offre, bah, qu'est-ce qui vous a intéressé? La 1 chose qui vous a interpellé, pour laquelle vous vous êtes dit: «Ah ouais, cette offre, elle est pas mal». En fait, c'est juste ça qu'il faut faire ressortir et en fait, dans les offres, bah, ce qui peut intéresser, ça peut être déjà les tâches. Si vous vous dites: «Bon, OK, L'émission ces faire. tâches-là, ouais, voilà, les missions, OK, ça, je sais le faire. Bon, bah, ça me semble logique de postuler» ou «Ah tiens, ces missions-là, bah, c'est dans un peut-être dans un environnement ou par rapport à un produit ou avec une technique que je connais pas, bah, j'aimerais vraiment apprendre parce que je vais monter en compétences». En fait, il y a que vous qui savez, bah, finalement, ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez vu une offre qui vous a intéressé. Mais c'est juste ça qu'il faut faire ressortir. Ce qui vous a intéressé à la lecture de l'offre, ce qui vous a intéressé dans l'entreprise et bah, dire que finalement, c'est ce que vous recherchez. Parce que si c'est ce que vous recherchez, bah, encore une fois, vous allez faire des efforts pour l'obtenir et donc vous allez, bah, vous investir, justement dans l'entreprise et sur le poste que vous convoitez. Est-ce que tous les 2, vous arrivez à transmettre vos motivations ou c'est quelque chose qui est difficile pour vous? Oui, c'est ça, parce que pour moi, souvent, on est, comme tu le dis, c'est une équation. Pour moi, par exemple, dans notre domaine, les choses évoluent. Si Alors j'ai et pour habitude de et faire Ça bug, ça suivi, bug un petit peu. aimer ouais, Vraiment, aimer le son est plus très bon de ah, ton côté, mais alors si je résume ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, c'est, il y a de la nouveauté, il y a de l'évolution pour toi dans ton secteur, dans ton domaine et c'est ça qui t'intéresse? voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est bien d'avoir Mmh. identifié ça, aimer. Maintenant, il faut l'expliquer en le développant un petit peu. C'est-à-dire, peut-être que toi, le fait qu'il y ait de la nouveauté, le fait qu'il y ait des évolutions, le fait de te dire: «Bah,
OK, je vais monter en compétence. Peut-être que pour toi, c'est quelque chose qui est stimulant, qui est challengeant, qui te donne envie justement d'aller Oui, vers c'est cette ça. nouveauté, pour apprendre des nouvelles connaissances. C'est ça. Donc, bah, super. Donc si c'est ça, Justement. il faut le dire comme ça. C'est-à-dire, il suffit pas juste de dire, là, dans le par exemple, dans votre entreprise ou le poste qui est à pourvoir, il y a, par exemple, telle chose à faire que j'ai jamais fait. Ça suffit pas de dire ça. Il faut dire que justement, tu as envie d'acquérir cette connaissance-là et pourquoi tu as envie de l'acquérir? Qu'est-ce que toi, personnellement, ça t'apporte? Et professionnellement, bien sûr, en termes de connaissances, de compétences et de dire finalement aussi ce que tu ressens. C'est-à-dire que pour toi, c'est quelque chose qui est stimulant de pas rester sur tes acquis, de continuer à grandir professionnellement et de développer encore des compétences. Même si peut-être ça fait des années que tu es sur ce poste-là, que tu connais ton métier, mais tu peux encore apprendre et tu as envie d'apprendre. Et tu vois, j'ai utilisé le terme d'envie et l'envie, ça va bien avec la motivation, en fait. Tu vois l'idée? Je vois. C'est Super. bon pour moi. Ouais. El Hadj Boubacar, je reviens vers toi. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Bon, j'ai des connaissances, mais ils ont, je sais pas comment, ils ont trop tendance à ramener en fait l'entretien ou bien genre les motivations sur des expériences professionnelles que j'ai eu à faire dans le passé. En disant que voilà, on voit bien que voilà, vous êtes motivé ou bien voilà, on voit les questions qu'on vous pose, vous arrivez bien à répondre. Mais le problème est qu'en fait, vous n'avez pas assez d'expérience. Donc, ça pose vraiment un handicap, quoi. Donc, je sais pas comment y remédier. Alors pas assez d'expérience. Déjà, Voilà. faut se dire que si tu es en entretien, le recruteur, il a vu ton CV. Donc le recruteur, il a vu l'expérience que tu as et l'expérience que tu as pas. S'il te propose un entretien, c'est que ton CV, ton parcours l'intéresse. Maintenant, D'accord. c'est vrai, les recruteurs te disent: «Vous avez pas assez d'expérience». OK, c'est un fait du point de vue du recruteur, même si de ton point de vue, à mon avis, avec tous les efforts que tu as fait, tu t'estimes peut-être déjà content d'avoir, réussi à avoir, toutes ces expériences-là. Mais en fait, tout simplement pour contrer un petit peu ce petit reproche de «tu pas assez d'expérience», pourquoi t'as pas assez d'expérience? Pourquoi au final, t'as pas plus d'expérience? Alors là, j'ai ton CV sous les yeux. Toi, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Tu as appris beaucoup. Formation. Donc c'est pour Exact. ça, on ne peut pas être en études et être à temps plein dans une entreprise. C'est pas possible. Donc tout simplement, ce que tu peux dire quand le recruteur il te dit: «Mais en fait, vous n'avez pas beaucoup d'expérience». Vas-y cache, assume, vas-y frontalement. C'est-à-dire, bah, d'un certain côté, je suis d'accord avec vous, j'aimerais avoir plus d'expérience et c'est ce que je recherche aujourd'hui. J'ai envie d'aller sur le terrain et comme ça, tu fais ressortir ta motivation, tu as vu tout de suite. J'ai envie d'aller sur le terrain, ce que je vise, le métier que je vise, ça demande énormément de connaissances, ça demande énormément de, savoir et donc au final, je me suis donné les moyens d'acquérir toute cette connaissance. Je me suis donné les moyens avec, bah, tel diplôme, tel diplôme. J'ai même développé telle connaissance, alors je crois que tu as pas fait quelque chose en autodidacte? Autodidacte. Bon, ce sont des cours ouais, que je suivais vite fait en ligne là pour le langage informatique, pour être plus en Ouais, ligne. voilà, donc finalement, c'est tu t'es auto-formé puisque tu as suivi de ton côté à la maison des cours en ligne, donc ça, mets-le en avant, valorise-le parce que, il y a personne qui t'a obligé à faire ça. Tu aurais pu ne pas faire, mais non, tu as décidé d'utiliser ce temps que tu avais pour encore acquérir des connaissances et pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire, tu t'es pas formé à quelque chose qui a rien à voir avec ton métier, au contraire. Tu t'es formé à quelque chose qui va te servir dans ton futur métier. Et donc toute cette acquisition de connaissances, bah, elle demande du temps et elle justifie que tu as pas plus d'expérience de terrain. Mais après, pour remettre aussi les choses à ton avantage, pour avoir plus d'expérience de terrain, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu passes par la voie de l'alternance. C'est pas anodin si tu choisis l'alternance, c'est bien parce que toi aussi, tu as envie d'aller sur le terrain, d'utiliser toutes tes connaissances sur le terrain, de les confronter à la réalité de terrain et bah, finalement d'en développer encore d'autres, en lien avec cette réalité de terrain. D'accord. Donc voilà, Ok. tu peux remettre les choses à ton avantage. Parce que quand le recruteur, il te provoque un petit peu avec tu pas beaucoup d'expérience, bah, d'un certain côté, c'est vrai, mais c'est pas un choix de ta part. C'est que toi, tu as choisi de faire beaucoup d'études et c'est que des études qui vont te servir pour le métier que tu vises et n'oublie pas que tout ce que tu as appris, bah, tu vas l'apporter à l'entreprise, donc ça va lui servir aussi. Donc il faut bien D'accord. remettre les choses dans leur contexte, en fait. Ok, que ça marche. Super. Ça va? Merci. Ça marche. Avec Merci. plaisir. Donc voilà, on a parlé, de 3 types de questions, d'arguments qu'il faut absolument préparer pour tous les entretiens. Quels que soient les entretiens,
Préparez bien la question de la présentation qui permet au recruteur de savoir qui vous êtes, de mieux vous cerner. Prévoyez de parler de vos compétences, à la fois les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, ce qui va montrer au recruteur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et sur le poste en question. Et préparez la question des motivations pour montrer au recruteur que vous êtes vraiment intéressé, ce qui vous a donné envie de postuler par rapport à l'offre et par rapport à l'entreprise. Alors, moi, je parle de ces trois-là. Pour moi, c'est vraiment les bases. Bien sûr qu'il y a plein d'autres questions. Il y en a des dizaines, si ce n'est des centaines d'autres questions qui peuvent arriver en entretien. Mais au final, pour arriver à répondre aux autres questions, l'idée, c'est de comprendre les attentes des recruteurs. Quand vous comprenez finalement pourquoi cette question, elle vous est posée, bah, vous savez beaucoup mieux comment y répondre, c'est-à-dire qu'est-ce que recherche comme argument le recruteur. Et donc là, il faut juste lui apporter ce qu'il recherche. Alors, pour illustrer ça, je vais donner 2 exemples, de questions qui me sont souvent posées par les candidats qui savent pas comment répondre. Bah, par exemple, la question: «Pourquoi vous et pas un autre?» Bien sûr qu'elle est pas facile cette question. C'est encore l'idée de se valoriser, de mettre en avant son profil, ses compétences. Bien sûr, la grande difficulté, c'est que cette question, elle arrive tout à la fin. Et en fait, tout à la fin, bah, quasiment vous avez tout donné, quoi. Vous avez parlé des compétences, vous avez parlé des qualités, vous avez parlé des expériences, vous avez parlé des motivations. Wow, pas facile. Qu'est-ce qu'il faut encore dire de plus, quoi? Donc concrètement, le recruteur avec cette question, il a besoin de quoi? Il a besoin de savoir quoi? Il a besoin de voir finalement le petit quelque chose que vous avez qui n'est pas comme les autres candidats et qui pourrait encore l'intéresser, qui pourrait apporter une petite touche en plus dans le quotidien ou sur le poste. Et ce petit quelque chose que vous avez que les autres candidats n'ont pas, qu'il va falloir trouver, moi je conseille pas d'aller chercher enfin, pas dans les compétences en tout cas, parce qu'il y a de grandes chances que les autres candidats, bah, ils aient des compétences identiques ou similaires aux vôtres. S'ils sont en entretien, c'est que, ils ont les compétences que recherche le recruteur, donc c'est, quasiment sûr que c'est des compétences qui sont les mêmes que les vôtres ou quasiment les mêmes que les vôtres. Donc faut pas aller sur ce terrain-là. L'idée, c'est d'aller chercher finalement en vous, dans votre personnalité ou peut-être dans votre parcours, peut-être même un peu plus personnel, ce que vous avez et qu'un autre candidat peut pas avoir. Un exemple, tout à l'heure, on parlait des savoir-être. Des savoir-être qui vont permettre finalement de bien s'entendre avec l'équipe ou toute personne avec laquelle vous pourriez être en lien dans votre travail. Et ben peut-être que parmi vous, il y en a un ou tous les 2 qui est positif, qui est optimiste, qui voit les choses du bon côté et qui apporte cette positivité dans son quotidien et donc dans son quotidien professionnel et donc qui fait rejaillir ça sur l'équipe, qui fait rejaillir de la positivité sur l'équipe. Bah, si vous avez ça, par exemple, c'est un petit plus. Peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose parce que ça fait partie de votre tempérament, mais pour le recruteur, ça va lui apporter quelque chose d'intéressant. Imaginez le contraire, quelqu'un qui est toujours négatif, quelqu'un qui dit toujours: «On va pas y arriver, ça va pas marcher, ce projet-là, ce contrat-là, on va pas l'obtenir». Et ben, ça décourage, ça démotive au quotidien et ça donne même plus envie aux autres de travailler avec vous parce qu'ils savent que d'entrée de jeu, vous allez être négatif. Ça marche pas. Bah, à l'inverse, si vous êtes positif, bah, forcément que ça va faire du bien dans une équipe et ça, cet exemple-là, bah, c'est lié beaucoup plus à votre personnalité. Donc ça veut dire que les autres candidats n'auront pas forcément le même argument parce que chacun a sa propre personnalité. Donc vous voyez, quand on parle du petit plus qui fait la différence, c'est vrai, moi j'ai dit: «Pourquoi vous et pas un autre?» Le recruteur, il peut dire aussi: «Quel est votre petit plus qui fait la différence?» Ou alors il peut dire: «Pourquoi c'est vous que je dois choisir?» Tout ça, c'est la même chose. Et vous voyez qu'en disant, par exemple, ce type d'argument, bah, c'est pas quelque chose, à mon avis, que vous aurez dit, jusque-là dans l'entretien. Parce que vous vous serez plus concentré sur les aspects techniques, les compétences, les qualités et cetera. Et ça, c'est votre petit plus, par exemple. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis là? Oui, 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 je vois. Là, pour répondre, à cette question, vu que déjà c'est une question, en fait, qu'on pose à la dernière minute, bon, à la Exact. dernière minute de l'entretien, il Oui, faut chercher, en fait, soit, bah, par exemple, l'exemple, que tu viens de donner concernant le savoir-être, il a trouvé quelque chose, vraiment qui voilà, il y a une différence, tu pourras faire la différence, quoi, par rapport à quelqu'un d'autre, qui tu quelque chose, voilà, vraiment tu es optimiste, des trucs comme ça, ou voilà, rester toujours positif, des trucs, proposer quelque chose, en fait, qui est spécial à toi, en gros. exactement, qui est vraiment spécial à toi. Alors moi, ce que je donne là, c'est qu'un exemple, hein, c'est pas forcément, l'exemple de tout le monde, bien évidemment.
Mais c'est vraiment à chercher en soi, en sa personnalité ou alors peut-être quelque chose de particulier dans votre parcours de vie. Peut-être quelque chose qui a fait que, aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui a énormément de détermination. Ça, par exemple, c'est le genre d'attitude qui vient pas de nulle part. Peut-être que vous avez eu à, je sais pas, dépasser certaines difficultés, certains obstacles qui vous ont donné cette force que vous avez aujourd'hui et que vous mettez dans le travail pour atteindre vos objectifs, voire même pour dépasser vos objectifs. Par exemple, les sportifs, quelqu'un qui a fait du sport, peut-être qui a fait des compétitions et cetera, qui a un certain état d'esprit, un certain mental, qui a un certain sens, justement du challenge, des objectifs, c'est quelque chose qui se perd pas même s'il arrête le sport. C'est quelque chose qui va faire partie de cette personne et que cette personne va remobiliser, par exemple, dans son travail. Voilà, les exemples, il faut vraiment aller les chercher en vous, que ce soit votre personnalité, que ce soit votre parcours, peut-être un peu de vie, je dirais. Autre exemple que je voulais vous donner, de question qui m'est souvent posée, c'est les candidats qui se demandent comment répondre à la question: «Pourquoi candidatez-vous alors que vous êtes encore en poste?» Alors Aimé, ça t'intéresse cette question? Oui, oui, oui. Ça m'intéresse parce qu'actuellement, je suis en poste Ouais, et je candidate pour un autre poste. Je pense bien que, vu sur ce qui est marqué sur mon CV que j'ai pas encore démissionné, il pourrait me ouais. poser cette question. Bon, Eh là, ben c'est bien sûr. difficile, on ne sait pas comment, voilà, c'est vraiment difficile cette question. Eh ben bien sûr, mais alors là, ce qu'il faut comprendre, le recruteur, s'il pose cette question, c'est parce qu'il a absolument besoin d'être rassuré. Pourquoi? Parce que pour toi, Aimé, comme pour tous les autres, parce qu'il y a plein de personnes, que moi j'accompagne qui sont encore en poste, mais qui veulent changer, soit d'entreprise, soit de métier et qui candidatent alors qu'elles travaillent encore. Alors ça peut se comprendre, hein, parce que quitter un emploi sans savoir ce qu'on va faire derrière, c'est pas forcément la meilleure des options, en tous les cas déjà sur l'aspect financier. Parce que forcément que quand on quitte un poste et qu'on n'a pas d'autres perspectives, bah, on ne sait pas quand est-ce qu'on va retravailler, quand est-ce qu'on va générer un salaire à nouveau. Donc c'est logique de ne pas quitter tout de suite le poste. Mais clairement, l'entreprise, auprès de laquelle tu postules, elle va se dire quoi? Elle va se dire: «Mais bon, c'est bizarre, il est encore en poste, il veut quitter son poste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe mal sur son poste et qui fait qu'il veut venir chez nous aujourd'hui?» L'entreprise, elle pourrait avoir peur que quelque chose se passe mal et que donc peut-être il y a une difficulté que toi tu vas ramener dans la future entreprise. Donc clairement, l'entreprise, le recruteur qui te pose la question, mais il a besoin que tu sois clair tout de suite. Tu tournes pas autour du pot, tu y vas cash. Oui, c'est vrai, je suis toujours en poste actuellement, comme vous le voyez sur mon CV, telle entreprise, tel poste. Si je me positionne aujourd'hui chez vous, c'est pour telle raison et en fait, la raison, c'est ce que tu as pas aujourd'hui dans ton poste et que tu sais que tu vas trouver dans le poste pour lequel tu candidates. Ça peut être peut-être d'autres compétences, ça peut être peut-être, plus de responsabilités qui t'intéressent, ça peut être peut-être un autre environnement de travail ou d'autres conditions de travail, par exemple. Mais il y a que toi qui sais, il y a que toi qui as la réponse. Est-ce que ce que je te dis là, Aimé, ça correspond à ta situation ou toi, c'est encore autre chose? Comme je l'ai dit, ce que je fais actuellement, c'est du suivi et évaluation simple où je travaille. Ouais, Maintenant, vous voyez sur l'offre là, une gestion de connaissances ouais, et il y a beaucoup de choses. Donc, j'aimerais plutôt m'acquérir ces connaissances, ces approches-là. d'accord. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que l'argument déjà tu l'as, c'est super. Donc en fait, pour toi qui est en poste et qui candidate ailleurs. Donc pourquoi tu candidates ailleurs alors que tu es en poste? Parce que toi, tu as le souhait, d'évoluer et de monter en compétence et en responsabilité sur la partie gestion des connaissances. Ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui dans ton Justement, entreprise actuelle. Pourquoi? Parce que c'est déjà pratiqué, donc s'il y a déjà quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont ces missions-là, bah, tu peux pas prendre leur mission, ou à la rigueur d'ici quelques années, c'est ça. mais toi, aujourd'hui, tu as l'envie, tu as l'énergie pour ça, tu as la motivation pour ça et donc là, c'est bien parce que si tu dis ça comme ça, tu fais ressortir ton envie et en plus, il faut que tu argumentes sur les compétences que tu as aujourd'hui et qui peuvent te permettre de bien réaliser ces missions-là. À la fois ça et à la fois, ta capacité à acquérir des nouvelles connaissances pour te permettre de bien réaliser cette mission de gestion des connaissances. Parce que tu as peut-être pas toutes les compétences aujourd'hui vu que tu as pas pratiqué encore sur cette dimension de gestion des connaissances, Oui. mais tu es prêt, à fournir l'énergie et les efforts nécessaires pour acquérir,
les quelques compétences qui te manqueraient sur cette dimension-là. Donc voilà, en disant ça comme ça, tu c'est montres ça. qu'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ta candidature, que tu candidates ailleurs pour une raison qui est très claire, pour une raison qui est, vraiment professionnelle et qui va dans le sens de l'évolution professionnelle. Tu fais ressortir ton envie, donc impeccable. Par contre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour toutes les personnes qui sont en poste et qui candidatent ailleurs, même si, par exemple, là, on le voit, Aimé, tu as tout à fait la possibilité d'apporter une réponse argumentée et pertinente, le recruteur, il y a de fortes chances qu'il te dise, et est-ce que tu as prévenu ton entreprise? Parce que les entreprises qu'elles redoutent aussi, c'est les salariés qui partent comme ça du jour au lendemain, sans prévenir, parce que ça met vraiment dans la difficulté l'entreprise. Donc, il faut que tu sois prêt à cette question-là. Prépare-toi, un conseil. Comment répondre à cette question? Bah, tu as prévenu l'entreprise ou pas? Si j'ai informé mon non, non, je les ai pas prévenus. Et ouais, et faut pas donner l'impression que tu vas partir un peu comme un voleur du jour au lendemain sans que l'entreprise, ait le temps de se préparer et finalement, de prévoir quelqu'un qui va te D'accord, succéder. Parce que sinon ça veut dire il va manquer quelqu'un et il y a des missions c'est qui seront ça, plus réalisées. Donc ce que tu peux dire, par c'est exemple, ça. est-ce que tu as déjà évoqué avec ton entreprise actuelle, Aimé, le fait que tu voulais monter en compétences, en responsabilité? Tu leur as déjà dit: «Ben Non, moi non, je veux aller sur la partie gestion». j'ai pas encore fait. OK. Bah, ce qu'il y a, c'est que là, tu vas être bien embêté si Non, le on n'a pas encore eu de ce si le recruteur, il dit: «Est-ce que tu as prévenu l'entreprise?» et que tu n'en as pas dit un seul mot, tu vas être embêté parce que de une, il faut être honnête et de 2, faut pas oublier qu'il y a le contrôle de référence. Donc le recruteur, il peut te demander à contacter ton entreprise actuelle ça. et de toute façon, s'il contacte ton entreprise actuelle, Oui, l'entreprise actuelle, elle sait tout de suite que, bah, tu as fait un entretien ailleurs. Donc C'est un peu heu embêté. c'est ça. et ouais, donc là, tu vas te mettre dans une situation compliquée. Au minimum, à minima, moi, je te conseille D'ac dès que c'est possible, d'évoquer le fait que toi, tu as envie d'aller sur la partie gestion des connaissances. Après, tu vois, ça va te donner des éléments concrets, d'accord, pour voir la réaction justement de ton entreprise et l'entreprise, bah, si elle te dit non parce que toi dans ce que tu m'expliques, c'est que c'est pas possible tout de suite. L'entreprise, elle va t'apporter une réponse et tu pourras justement dire à ton futur recruteur: «Bah, voilà ce que l'entreprise me répond». Tu vois, même toi, ça va te donner de la matière et des arguments, donc c'est une bonne chose. Et puis comme ça, ce sera moins une surprise d'accord, pour ton entreprise actuelle si, tu annonces que tu vas partir. Et une chose aussi qui est importante pour toutes les personnes qui veulent quitter leur poste et qui candidatent alors qu'elles sont encore en poste, c'est de vérifier sur votre contrat de travail le préavis. C'est-à-dire que, par exemple, Aimé, sur ton contrat de travail, il y a sûrement, un passage qui dit que, bah, voilà, si tu quittes ton poste, il y a un préavis, c'est-à-dire une période pendant laquelle tu dois encore rester dans l'entreprise avant de partir. Donc pour certains, c'est 1 mois, pour c'est ça. certains, c'est 3 mois. Faut vérifier ça parce que le recruteur, il y a de fortes chances qu'il te dise: «Bah, en fait, quand est-ce que tu peux prendre tes nouvelles fonctions? Parce que là, tu es encore en poste. Qu'une personne qui travaille plus, bon, bah, elle peut dire: «Je suis disponible tout de suite». Toi, tu peux pas dire ça, Aimé, par exemple. Donc, il faut que tu vérifies ton préavis sur ton contrat de travail, C'est c'est ça. important. OK, donc ça, D'accord, c'était vraiment merci. avec plaisir, Aimé. Tout ce qu'on s'est dit là, c'était vraiment pour, comme je vous le disais au début, les arguments de fond et je vous avais dit qu'il y avait un autre type d'arguments à préparer, c'était vraiment tout ce qui relève des arguments de forme. Alors déjà, la forme, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est tout ce que, un candidat fait passer, tout ce qui fait ressentir, tout ce qui fait percevoir à un recruteur et là, bah, clairement, on est dans la communication non verbale. C'est-à-dire que, il y a plein d'arguments que tous les candidats préparent et donc ça va sortir avec des mots, donc des arguments de fond, mais il y a aussi tout ce que, chacun va véhiculer, de plein de manières différentes et qui vont laisser plein d'impressions au recruteur. Alors clairement, on va pas se mentir, le recruteur, il va se baser sur, tous les mots que vous allez prononcer, mais aussi ce que vous allez lui inspirer. Ce que votre personne, ce que votre personnalité va lui inspirer et il va se baser aussi sur ça, bah, pour prendre sa décision à la fin. Et il y a des tas de manières de communiquer de manière non verbale et pour moi, il y a vraiment, heu, 4 grands indicateurs de communication non verbale à prendre en compte et à essayer de faire ressortir au maximum. Donc déjà, il y a la spontanéité. La spontanéité dans vos réponses. C'est-à-dire que si c'est fluide en entretien, si, l'échange entre un candidat et un recruteur, se passe sans qu'il y ait vraiment trop de blanc ou de réflexion, que le candidat réagit tout de suite à la question du recruteur pour lui apporter une réponse,
Bien sûr que ça va lui montrer qu'il a préparé ses arguments, mais surtout, cette spontanéité, elle va donner l'impression de sincérité. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui chercherait tout le temps ou très, très souvent ses réponses, le recruteur pourrait se demander s'il n'est pas en train d'essayer de chercher une réponse qui pourrait être convenable sans que ce soit vraiment la vérité. Alors une petite nuance, c'est vrai que quelqu'un qui cherche sa réponse, c'est peut-être parce que justement il essaye de bien formuler, mais s'il y a tout le temps, à chaque réponse ou presque à chaque réponse, cette hésitation, ça va être assimilé bien souvent à un manque de sincérité, un manque de transparence, comme si le candidat essaye d'arranger un peu la réalité, essaye de trouver des mots, des formulations qui vont faire bien sans que ce soit vraiment la réalité. Que la spontanéité, ça donne l'effet inverse. Quelqu'un qui a la réponse, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dire, quelqu'un qui sait ce qu'il veut apporter, qui sait pourquoi il a fait tel ou tel choix, il n'a pas besoin de réfléchir. Sa réponse, elle vient tout de suite. Donc ça, c'est important, la spontanéité. Un autre élément de communication non verbale qui va être convaincant pour le recruteur, parce qu'on est bien là-dedans, hein, dans convaincre en entretien d'embauche, ça va être l'intonation de la voix. L'intonation de la voix, c'est super important. En fait, quand on discute avec quelqu'un, on ne se rend pas forcément compte, on ne fait pas forcément consciemment attention à l'intonation de la voix, mais ça va vraiment avoir une influence, une grande influence même, sur le ressenti de la personne qui vous écoute, sur le ressenti du recruteur. Clairement, ça va vous permettre à la fois de capter l'intérêt du recruteur si vous faites varier l'intonation de votre voix. S'il y a des moments où vous montez la voix parce que vous parlez de quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui vous intéresse, et s'il y a d'autres moments, au contraire, vous ralentissez un petit peu le rythme, vous baissez un petit peu l'intonation de la voix parce que peut-être vous arrivez à la fin de votre réponse, à la fin de votre argumentation. Ça, en fait, ça va donner du rythme, ça va donner du relief à votre argumentation, à vos réponses. Et déjà, premier avantage, ça permet de garder l'intérêt de la personne qui vous écoute. Comme je vous l'ai dit, on parlait de la présentation tout à l'heure des 2 minutes, 2 minutes 30. On se disait, 2 minutes, 2 minutes 30, quand on écoute quelqu'un, c'est long. Si on remet ça maintenant dans le contexte d'un entretien, un entretien, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 45 minutes, ça peut durer 1 heure en fonction des métiers, des responsabilités. Et c'est long de se parler avec quelqu'un pendant tout ce temps-là. Donc, imaginez, si on inverse un petit peu les choses, imaginez que vous êtes face à un recruteur qui va parler tout le temps comme ça, qui par exemple va présenter l'entreprise comme ça, tout le temps sur le même ton. Il n'y a pas de variation. Franchement, vous allez vous endormir, hein. Ça va être dur Mmh. de ça va être dur de rester Yes. concentré, de rester vraiment, concentré sur l'échange, sur ce qu'est en train de vous dire le recruteur. À l'inverse, si des fois il augmente le ton de la voix, si des fois il accélère un petit peu, tout ça, ça donne du rythme et du relief comme je vous le disais. Mais autre chose, il y a des mots sur lesquels, par exemple, vous pouvez appuyer parce que ce sont vos arguments, parce qu'ils sont forts. Par exemple, quand vous parlez de votre motivation. Je ne sais pas si vous avez entendu comme je l'ai fait, la motivation. On appuie un tout petit peu sur les mots les plus importants et en fait, ça va faire quoi? Ça va donner quoi comme ressenti? Ça va marquer votre conviction. La conviction que vous avez dans ce que vous êtes en train de dire, en fait. Et tout simplement, si vous, vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de dire, vous allez beaucoup plus convaincre la personne qui vous écoute. Si à l'inverse, vous paraissez pas très très convaincu de ce que vous dites, pas très sûr de vous, vous n'allez pas convaincre la personne qui est en face. Parce que c'est vous qui devez déjà être convaincu de ce que vous dites pour convaincre les autres. Donc parfois, vous pouvez appuyer sur certains mots, les mots-clés, les arguments, les mots forts de votre argumentation pour les marquer et pour montrer que vous êtes confiant dans ce que vous êtes en train de dire parce que vous avez ces atouts, vous avez ces arguments. Et le recruteur, en fait, il va vous suivre. Même s'il ne s'en rend pas compte, il va être beaucoup plus convaincu de cette manière-là. Ça fait deux marqueurs, on va dire, de communication non verbale. Je vous ai parlé de 4. Le troisième que j'ai envie de vous donner, c'est le regard. Le regard, votre regard dans celui du recruteur. Alors, bien sûr qu'il y a des moments, par exemple, quand vous réfléchissez, où très naturellement, par réflexe humain, vos yeux, ils vont un peu se lever, vous allez regarder en l'air. C'est pas grave du tout, tout le monde le fait ça. Mais il faut vraiment, le plus possible, regarder le recruteur dans les yeux. Parce que regarder une personne dans les yeux, c'est déjà justement faire passer cette impression de sincérité. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ment, souvent, il détourne le regard. C'est difficile de regarder quelqu'un dans les yeux quand on, quand on lui ment, surtout si on lui ment plusieurs fois. Donc ça va encore une fois laisser passer cette impression de sincérité. Donc si vous paraissez sincère, le recruteur il sera d'autant plus convaincu. Et puis en plus, si vous êtes dans le regard du recruteur, ça montre que vous êtes vraiment, encore une fois,
concentré sur ce qui est en train de se passer, que vous êtes intéressé et en fait que finalement vous êtes comme une bulle, que vous êtes dans cet échange avec le recruteur. C'est votre moment, vous êtes à fond dans ce moment-là, et il y a que ça qui compte pendant le temps de l'entretien. Donc vous allez encore une fois faire passer votre intérêt et donc si vous faites passer votre intérêt et votre sincérité, bah, vous êtes d'autant plus convaincant. Et enfin, j'en arrive à la gestuelle. Alors la gestuelle, on me pose tout le temps des questions sur la gestuelle. Mais si je bouge les mains, et si je bouge un petit peu les mains et si j'ai tel geste, moi j'ai envie de vous dire, il faut mettre un peu de distance par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, oui, effectivement, il y a des théories sur certains gestes, sur, certaines manières de bouger les mains ou sur si on lève le sourcil gauche ou le sourcil droit, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est beaucoup de théories tout ça, déjà. Alors il y a Oui. des choses qui ont été, testées, qui ont été vérifiées, mais, à mon sens déjà, c'est pas du sûr à 100 parce que parfois il y a des personnes qui vont faire tel geste et bah, ça aura rien à voir avec ce qui aurait été théorisé, tout simplement. Par exemple, souvent on dit que, bah, se gratter la tête, c'est un geste d'autocontact et ça peut signifier, par exemple, que vous êtes mal à l'aise ou que vous êtes en train de mentir en fonction de si c'est à gauche, si c'est à droite, si c'est le nez, si c'est le front que vous grattez et cetera. C'est peut-être juste que ça vous gratte, quoi. C'est peut-être juste ça. Non, mais sérieusement. Donc, il faut mettre un petit peu de distance par rapport à ça. Alors, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de recruteurs qui font attention à ça, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que votre gestuelle qui sera observé. Il y a tout le reste. Il y a tous les arguments verbaux que vous allez mentionner. Et il y a tout le reste de ce que vous allez faire passer, comme je vous l'ai dit, dans votre regard, dans votre intonation. C'est pas grave s'il y a une main qui se lève. Enfin, moi, j'ai tout le temps les mains qui bougent, par exemple. Et ça aussi, c'est un réflexe humain. C'est-à-dire que votre communication non verbale, par exemple, avec les mains, elle va accompagner votre verbal. Et tant mieux parce que ça lui donne du poids à votre verbal. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, je faisais une simulation d'entretien avec une candidate qui expliquait que par rapport à son choix de métier, elle allait vers ce métier-là parce que bah, la thématique sur laquelle elle travaillait, c'est vraiment quelque chose qui l'a touchée au plus profond d'elle-même. Et en fait, quand elle a dit ça, spontanément, elle a posé la main sur son cœur, mais en fait, sans s'en rendre compte. Et bien justement, son non-verbal, son geste-là, de poser la main sur son cœur, ça a donné encore plus de poids à ce qu'elle était en train de dire. Mais elle n'a pas fait exprès, c'est venu vraiment inconsciemment. Donc, il faut vraiment vous dire que la gestuelle, déjà, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. C'est quelque chose qu'on fait par réflexe et c'est comme un langage qui vient en parallèle de notre langage verbal. Donc, faut pas être, j'ai envie de dire, tout le temps concentré sur la gestuelle parce que, au final, ça va détourner votre attention de ce que vous êtes en train de dire et ce que le recruteur est en train de vous dire. Donc ça, ce serait vraiment dommage parce que vous ne serez pas le plus performant possible dans vos réponses si vous êtes trop concentré sur la gestuelle. Maintenant, vous savez peut-être, par exemple, que vous parlez beaucoup, beaucoup avec les mains et que ça peut gêner en entretien parce que le recruteur, il verrait que ça. Ok, bah là, la petite technique, c'est tout simplement de mettre un stylo dans ses mains parce que quand on tient quelque chose, on se rend compte beaucoup plus de quand les mains bougent. Et c'est beaucoup plus facile de se dire, bon, ok, il faut que je calme un petit peu mes mains parce que sinon le recruteur, il va voir que ça. Mais voilà, il faut pas, j'ai envie de dire, trop se focaliser là-dessus parce que ça peut juste détourner votre attention de l'essentiel, en fait. Et le recruteur aussi, vous verrez, il aura plein de gestes, il parlera avec ses mains, c'est juste naturel. Et à l'inverse, si vous essayez trop d'être dans le contrôle de votre gestuelle, ça va se ressentir que vous êtes en train d'essayer presque de paraître autrement, de paraître quelqu'un d'autre. Et là, qu'est-ce que vous allez laisser passer? Vous allez laisser passer en fait un manque de transparence et de sincérité. Alors peut-être que pour vous, ce sera juste essayer de bien paraître et de pas trop faire voir votre gestuelle, mais le recruteur, il ne pourra pas le savoir parce qu'il n'est pas dans votre tête. Donc, il pourrait se dire tout simplement, bah, ce candidat, ok, il a apporté des réponses intéressantes, mais il ne m'a pas paru pleinement sincère. Et quand un candidat paraît pas pleinement sincère, bah, le recruteur, il n'ose pas aller sur son embauche. Parce qu'il se dit, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, que je n'ai pas détecté, mais du coup, ce candidat, je ne le sens pas à 100%. Il me manque quelque chose et pour moi, il y a quelque chose qui m'a caché. Donc, ce serait vraiment dommage d'aller là-dessus. Ça vous parle à nouveau ce que je dis là? Franchement, ça va. C'est bon, ça va. Ouais, ça te pose pas de soucis, toi, Hadj Boubacar, le non-verbal, en entretien ou un petit peu quand même? Non, ça va. Zara, en fait, exemple comme tu viens de dire, l'exemple que tu viens de dire concernant de tenir quelque chose à la main, bon, en général, j'ai toujours, que ce soit un entretien ou quoi, j'ai un stylo, donc Super. ouais, j'ai tendance à rester un peu
pas trop, pas trop de gestuelle, mais voilà, des fois, Ouais, tu débordes pas dans ta gestuelle, quoi. Alors attention, tu prends pas un stylo qui va cliquer, hein. Parce que là, le réflexe, c'est de cliquer. ah, Ah ok, ouais, ça, c'est le piège. Attention, tu prends un stylo juste avec un bouchon et tu fais pas sauter le bouchon, attention. ok, d'accord. Je pense à la prochaine fois. OK, merci. Et toi, Aimé, qu'est-ce que tu nous dis par rapport au non-verbal? C'est justement dans les bras et puis souvent quand on te pose une question, bon, moi je parle souvent avec les bras, mais Ouais, le deuxième élément dans les quatre éléments que tu as cités, c'est surtout l'intonation de la voix. Souvent quand tu maîtrises ou bien tu connais la réponse à la question, ta ouais, voix elle est vive, ouais, elle est exact, bien. Mais quand tu connais pas, ça à baisser le ton. Donc, il me semble que là, automatiquement, le recruteur sait que cet aspect, tu ne maîtrises pas exact, cet élément-là. Voilà. exact. Ouais, mais Je suis complètement d'accord avec toi. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je te conseille, moi? Si tu sais pas, tu sais pas. Donc vas-y cash. Assume que tu sais pas, mais tu dis pourquoi tu sais pas. Donc, je sais pas, par exemple, si toi, tu vas, par exemple, vers une dimension que tu as jamais expérimentée, donc la gestion des connaissances. Si on dit: «Ouais, mais vous avez pas telle compétence pour ça et nous, on la recherche». Oui, c'est vrai, je l'ai pas. Je l'ai pas parce que j'ai pas encore expérimenté le métier, donc j'ai pas pu la développer. Mais même si tu l'as pas, tu as peut-être déjà observé les personnes qui, travaillent sur cette gestion des connaissances et tu as peut-être observé comment elles travaillent. Tu as peut-être observé quelques techniques qu'elles utilisent ou une manière de procéder qu'elles utilisent. Et puis peut-être que toi, tu as déjà commencé peut-être à te renseigner sur certaines connaissances qu'il va te falloir pour, pouvoir prendre en main cette partie gestion des connaissances que tu veux, vers laquelle tu veux aller aujourd'hui. Donc tu vois, même si tu connais pas, tu as quand même des choses à dire, pour dire que tu es pas sans connaissance, que déjà tu as le fondement de tes propres connaissances que tu exploites aujourd'hui et puis tu observes, tu essayes de t'enrichir de tout ce que tu peux prendre pour aller vers cette dimension de gestion des connaissances et puis, à nouveau, de rappeler que, bah, tu attends que ça, de pouvoir les développer, ces compétences-là qui te manquent et de les développer sur le terrain et que tu sauras faire des efforts justement pour acquérir ces connaissances dont tu as besoin. Donc finalement, tu peux quand même reprendre à ton avantage, mais le point de départ, c'est d'assumer, de dire: «Oui, c'est vrai, j'ai pas encore pu développer cette compétence puisque, bah, ça c'est, une mission que j'ai pas encore eu, à réaliser, la gestion des connaissances, mais» et là, tu argumentes sur ce que tu as, sur ce que tu as déjà mis en place et sur ta capacité à aller développer ces futures compétences-là. C'est pas juste: «Bah, non, ouais, c'est vrai, je sais pas». Ça va pour toi, si, Aimé? Ouais, El Hadj Boubacar, tu nous dis? ouais, si c'était bon pour la question, je voulais juste revenir un petit peu le premier point qui est relatif à la spontanéité. Oui. Donc, c'est pas, si j'ai bien compris, il faudrait genre, essayer de préparer le maximum possible des questions qu'on a vraiment, que les recruteurs ont tendance à poser pour être vraiment très bref pour répondre aux questions. C'est ça, si j'ai bien Ouais, compris le c'est premier point. ça. En fait, il y a des questions que tu pourras préparer parce que tu sais qu'elles arrivent en entretien. Par exemple, la question de présentez-vous, quelles sont vos compétences, pourquoi, par exemple, pour toi, tu veux l'alternance. Pourquoi tu veux l'alternance? Pourquoi ce poste-là? Pourquoi cette entreprise-là? D'accord, OK. ok, Tu sais qu'il y a la question des expériences, tu sais que tu vas l'avoir, OK, tu la prépares. Après, il y a des questions que tu peux pas préparer parce que en d'accord, fonction de ce que tu vas dire, le recruteur, il va rebondir et te poser d'autres questions. C'est pas grave, mais celles que tu sais, les questions pour lesquelles tu sais que tu vas les avoir, prépare-les comme ça effectivement, tu auras déjà la matière pour répondre rapidement et finalement, on répond pas rapidement quand on sait pas. Le plus souvent, c'est ça. Donc bah, quand vous savez pas la réponse, comme on vient de le voir avec Aimé, faut tout de suite: «Ouais, c'est vrai, ça je sais pas, j'ai pas encore pu développer telle connaissance, telle compétence. Pourquoi?» Vous expliquez pourquoi et vous expliquez ce que vous avez et comment vous allez développer cette compétence-là ou votre envie de la développer. Vous restez pas juste sur un, «Non, je sais pas». Il faut aller au-delà d'accord, pour montrer, faire ressortir encore votre motivation. d'accord, ok, ça marche. Aimé, c'est bon pour toi? Ça va pour moi. Concernant les questions plutôt, bon, les questions de savoir-faire, puisque souvent dans les missions, dans les tâches, par exemple, ils vont demander est-ce que tu pourrais exécuter ça, telle tâche? Explique-nous concrètement. Ouais, ce que C'est-à-dire, tu me c'est une étude de cas, je veux dire. Ouais, bah, ce que tu me dis là, c'est très classique. En fait, c'est ce qu'on appelle une mise en situation. Dans telle situation, comment tu ferais?
bah, tu dis tout simplement comment D'accord. toi tu fais, Justement. de manière structurée, c'est-à-dire D'accord. les différentes étapes. Pourquoi? Parce que le recruteur, il doit se rendre compte de comment tu vas fonctionner dans cette situation-là. Et en plus, si tu l'as déjà, expérimenté cette C'est ça. situation, sois confiant parce que tu sais que tu l'as déjà fait, tu sais que tu l'as géré. Donc tu dis comment tu as fait, tu si pour toi c'est plus D'accord. confortable de te rattacher à cette situation que tu as déjà eue, tu peux dire: «Bah, justement cette situation que vous me proposez, je l'ai déjà expérimentée». Tu reposes un petit peu le contexte pour qu'on comprenne la situation et tu dis comment tu as procédé. Et petite astuce en plus de dire comment tu as fait, n'hésite pas à dire si tu as pris du recul pour analyser comment tu as fonctionné et pour peut-être même améliorer encore la prochaine fois si ça t'arrive. Comme ça, tu montes ta capacité à prendre du recul, à être D'accord. encore plus performant à l'avenir. Et là, encore une fois, tu vas tirer la situation à ton avantage et tu seras convaincant. Merci. Alors, un tout dernier point pour finir ce podcast. J'entends souvent les candidats me parler de stress, de peur, avant l'entretien ou pendant l'entretien. Moi, juste en quelques mots, je voudrais rappeler, heu, même si je sais tous les enjeux qu'il y a dans un entretien, l'entretien, il faut se rappeler ce que c'est. C'est vous allez rencontrer quelqu'un, une personne avec laquelle vous allez échanger. C'est un échange, c'est une conversation. Alors bien sûr que le recruteur va, chercher à trouver en vous ce qu'il recherche. Bah, faut pas oublier, comme je le disais tout à l'heure, que si vous allez à l'entretien, c'est pas pour rien. C'est parce que le recruteur a déjà décelé que potentiellement vous avez ce que lui il recherche. Il a déjà vu des choses dans votre CV déjà qui l'intéressent. Donc vous partez pas de rien, vous partez pas de zéro. Vous savez que vous avez déjà des avantages de votre côté si vous allez à l'entretien. Si votre CV l'intéressait pas, vous seriez pas convoqué à un entretien. Faut pas l'oublier. Il faut se rappeler que devant vous, vous avez juste un humain. C'est pas un surhomme ou une surfemme, c'est un humain. Un humain comme vous, comme moi. Et il faut pas oublier aussi que le recruteur, il a aussi ses enjeux. Vous, vous avez les vôtres parce que avoir le boulot, avoir l'alternance, avoir le stage, bah forcément que ça va déclencher beaucoup de choses professionnellement et personnellement. Mais le recruteur, il a aussi ses enjeux. Il a aussi son stress de ne pas recruter la bonne personne, de se tromper dans son recrutement et dans sa manière de comprendre le candidat. Donc pour lui aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui peut le stresser. Donc chacun a du stress de son côté, à sa manière, dans sa situation, et chacun a des enjeux et chacun a des besoins. Il ne faut pas l'oublier. Vous, vous avez besoin du boulot ou de l'alternance, bah, le recruteur, il a besoin de quelqu'un qui a le profil et toutes les compétences, les 3 catégories qu'on a vues tout à l'heure, les 3 compétences qu'il recherche. Faut pas l'oublier. Donc en fait, vous êtes vraiment d'égal à égal. Il faut pas voir le recruteur comme quelqu'un de supérieur. Il n'est pas supérieur à vous, le recruteur. Il est comme vous, il est comme moi. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte et puis, il y a des personnes qui me disent: «Ouais, mais j'ai peur d'être jugée». Mais c'est pas un jugement. Un jugement, c'est au tribunal où vous avez des questions, des réponses, uniquement ça. Et ben là, en fait, quand je vous dis que c'est un échange, c'est parce que le recruteur, bah, bien sûr, c'est son rôle de poser des questions et vous, ça va être votre rôle aussi d'apporter des réponses, mais il faut pas juste attendre les réponses les questions, pardon, du recruteur pour répondre. Sinon, ça fait comme un match de tennis, la balle d'un côté, la balle de l'autre, ça se renvoie comme ça. Non, il faut, rebondir aussi, vous, sur ce que le recruteur dit. Il y a pas que le recruteur qui doit rebondir sur ce que vous dites. Vous aussi, vous pouvez si le recruteur vous parle de quelque chose que vous connaissez pas, par exemple, mais qui vous intéresse, demandez-lui de vous en dire un petit peu plus. Si le recruteur parle, par exemple, de quelque chose dans le fonctionnement de l'entreprise ou, quelque chose qui concerne le poste que vous visez, mais il dit pas grand-chose et vous voulez en savoir plus, demandez-lui de vous en dire un petit peu plus. Marquez encore une fois votre intérêt. Parce que de toute façon, si vous posez des questions, c'est que ça vous intéresse. Donc encore une fois, vous marquez votre intérêt, donc vous allez vers convaincre le recruteur parce que vous avez marqué votre intérêt. Et puis comme ça, ce sera beaucoup plus confortable pour vous de d'aborder vraiment l'entretien comme un échange, comme une discussion et ce sera beaucoup plus confortable et appréciable pour le recruteur et le recruteur, il se rappellera aussi que vous lui avez fait passer un moment qui était peut-être différent des autres candidats parce que il y a eu cet échange, il y a eu vous qui avez rebondi sur, bah, ce que disait le recruteur et ce sera agréable des 2 côtés. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la question du stress. Tous les 2, le stress en entretien, c'est quelque chose que vous connaissez ou vous arrivez à prendre du recul et à arriver plutôt sereinement à l'entretien? Moi, de mon côté, les premières minutes, je stresse. Ouais, J'ai des pieds même qui tremblent, je vois tout le monde les membres supérieurs. Oui, mais après, j'arrive
à bien me tenir et à bien gérer le reste, quoi. Mais je sais que dans les premières minutes, le recruteur, c'est que celui qui est assis devant jusqu'à un entretien, on dit, monsieur, calmez-vous, ne soyez pas stressé, parce que il finit même par la question que je bouge là-dessus. Il savait bien que j'étais stressé. Donc, les 5 premières minutes sont terribles pour moi, mais après, j'arrive à me ressaisir, quoi. D'accord. Alors, ce que tu dis, c'est commun à beaucoup de candidats. C'est vraiment les premières, toi tu parles de minutes, moi je parle souvent de secondes, les premières secondes qui sont les plus stressantes parce que ça n'a pas démarré et forcément qu'il y a plein de choses qui se passent dans la tête d'un candidat à ce moment-là. Et puis, une fois que ça commence, bah, ça y est, le candidat, il est dans l'échange, il est concentré sur ce que dit le recruteur, il est concentré sur sa réponse, donc il est beaucoup moins focalisé sur son stress. Et tu vois, Aimé, par rapport à ce que tu dis, moi je rebondis sur la question de la préparation. Par exemple, toi, tu vas commencer par ta présentation parce que généralement, c'est comme ça que commence un entretien, la présentation du candidat. Ben, tu vois, si tu sais que tu as préparé, si tu sais que tu as des arguments, si tu sais que tu as une structure et que tu as prévu des choses qui vont être hyper pertinentes et en lien direct avec le poste, bah, forcément, qu'en sachant que tu vas apporter quelque chose de bon, bah, c'est déjà beaucoup plus confortable. Donc là, tu peux déjà te dire que oui, même s'il y a le stress de l'entretien, mais voilà, tu y vas avec des atouts. Tu y vas avec de la préparation et tu sais que tu vas dire des choses qui vont capter l'intérêt du recruteur. Donc déjà, c'est plus confortable et ça peut te permettre de diminuer un petit peu en stress. Et El Hadj Boubacar, toi, tu disais quoi par rapport au stress? Oui, c'était bon, c'est un peu plus séparé, hein, c'est ça. C'est juste avant, moi, donc avant l'entretien, déjà 30 minutes avant, ou bien juste les premières minutes de l'entretien, c'est un peu ça. Sinon, Ouais, après, quand on commence à discuter, on parle, voilà, ça y est, c'est ça parti, devient un quoi. peu zen. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est comme ça pour quasiment tous les candidats, hein. OK, bah, écoutez, on en a fini pour, cette question du stress et puis pour les autres questions finalement. Donc on arrive à la fin de ce podcast. Encore merci, vraiment un très, très grand merci à Aimé, à Ladj Boubacar pour leur participation. Donc c'était le premier podcast. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Alors si vous aussi, vous voulez participer au prochain podcast, eh bien faites comme Aimé et Ladj Boubacar, inscrivez-vous à ma liste d'abonnés en suivant un des 2 liens que je vais mettre juste en dessous dans la description de la vidéo. Et en plus, vous allez recevoir un petit cadeau dans quelques secondes dans votre boîte mail. Allez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.